Bonjour et bienvenue aux 12h30 à la une de l'actualité. À la sortie centre-ouest de la ville de Yamoussoukro, l'axe Sopim-Belleville est très dégradé, un fait qui attire l'attention de la rédaction de RTI2. Elle a décidé d'attribuer un carton rouge aux acteurs de cette route impraticable. Ce sera dans quelques instants. À l'étranger, le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur ce mercredi sans qu'aucune violation ne soit signalée dans les heures suivant son application. Rendons-nous dans la ville de Yamoussoukro, au centre du pays. Cette ville impose admiration et respect du fait de ses belles voies larges et bitumées. Mais cela ne suffit pas, il y a encore des efforts à faire, notamment à la sortie centre-ouest direction Oumé sur l'axe Sopim-Belleville, totalement impraticable. Cela amène la rédaction de RTI2 à brandir des cartons rouges. C'est un point de Théodore Zouzou avec le récit de Pargasoro Kone de Madongui. Ici, c'est Yamoussoukro, village du premier président de la Côte d'Ivoire indépendante, père fondateur de notre beau pays, Félix Houphouët-Boigny. Vous avez bien entendu, ici, c'est Yamoussoukro. Et cette voie que vous voyez là fait partie des voies les plus importantes de la capitale politique. En clair, c'est une porte d'entrée et de sortie de la chic et sublime ville du lac Okaïma, chef-lieu du district autonome de Yamoussoukro. Saviez-vous que cette route mène à Oumé, donc une voie internationale? Mais regardez l'état de dégradation de cette voie. Mesdames et messieurs, nous n'utiliserons pas l'euphémisme pour dire que cette voie est balafrée. Elle est détruite, elle est impraticable. Elle constitue un calvaire, un enfer pour les usagers. La circulation ici n'est pas du tout aisée. Un champ de patates, offrant un spectacle qui s'apparente à une sorte de jungle. Oui, une sorte de jungle, avons-nous dit. Cette voie internationale, un véritable parcours du combattant. Les véhicules sur ce tronçon vont dans tous les sens, avec des détours risqués, devant d'autres engins roulants. Et dire que nous sommes dans la chic et sublime ville de Yamoussoukro. Ça ne fatigue pas, la voie est dégradée, on ne peut même pas venir la voiture, on ne peut pas rouler, on peut pas, tu vois, on est obligé de passer dans les... et faire des détours, ça nous fatigue vraiment. Je ne sais pas pourquoi cette voie n'a pas été faite, parce que tous nos clients sont ici, on ne peut pas rouler constamment. Tout est accident. Les temps que d'autres sont ici, d'autres sont ici. Souvent même là, sans se croiser même. Il y a un taxi même qui est en train de me porter ça même ici. Il est bon de savoir que la réparation de ce tronçon était prévue dans la 3e phase de réhabilitation des voies de Yamoussoukro. Mais que s'est-il passé? Les réhabilitations ne sont pas arrivées vers chez nous. Ils se sont limités que là, ils ont commencé le goudron, ils sont limités que devant là. Voilà, on nous avait dit qu'ils allaient rentrer dans le quartier, ça dit que la grande voie pour aller, mais ils ne sont pas arrivés. Voilà, vraiment, nous, on en attend toujours. On a constaté plusieurs voies réhabilitées à Yamoussoukro. On n'a pas compris pourquoi. On a vu des machines ici pendant une période et malheureusement, sur 3 sur 3, la route était réhabilitée à un tiers. Elle s'est limitée juste au marché, alors que ça ne route pas jusqu'à Yamoussoukro. Sur cette route qui part du quartier Sopim pour relier Belleville et Bellevue, direction le centre-ouest, ce ne sont plus des nids de poules qui vous accueillent, mais plutôt des tourbillons, ou si vous voulez même, des ravins. Le bitume a complètement foutu le camp. Et dire que nous sommes dans la chic et sublime ville de Yamoussoukro, le village du premier président de la Côte d'Ivoire indépendante, père fondateur de notre beau pays, Félix Houphouët-Boigny. Que c'est dommage. Il y a aussi ces flaques d'eau qui perturbent considérablement le sommeil des usagers. Vraiment, on en a marre. Cette route-là, vous voyez, il y a 2 quartiers, il y a Belleville et il y a Bellevue. 2 quartiers surpeuplés. Même nos enfants qui vont à l'école ce matin, c'est tout un problème. Nous les travailleurs, quand nous devons le matin, un trajet qu'on peut faire en 5 minutes, on veut taper 25-30 minutes et très souvent avec des accidents d'appui. Nos quotidiens, notre activité, nos déplacements impactent notre vie, on va dire. Parce que chaque matin, là, je viens du dernier rendez-vous, je rentre avec toutes les difficultés possibles, vous constatez. Et quand il pleut, c'est la catastrophe. La sécurité dans ces conditions-là devient une problématique. Et oui, ces creux, malheureusement, favorisent la naissance d'une insécurité totale.
ne sais même pas comment on va faire même. Surtout même la nuit même ici. Toujours il y a accident de moto, les gens agressent les gens, vraiment c'est pas facile. L'impraticabilité de la voie principale oblige certains automobilistes à se rabattre sur le trottoir réservé aux piétons. Bon, on ne passe pas sur la grande voie parce que là-bas est gâté. On préfère passer sur le trottoir pour voir un peu vite partir. Ça ne nous arrange pas, mais on est obligé de le faire puisque là-bas on n'arrive pas à passer là-bas. Au regard de tous ces problèmes, de toutes ces difficultés, les riverains, surtout la jeunesse, a décidé de prendre des initiatives afin que les véhicules de transport en commun puissent circuler correctement, que ces véhicules puissent entrer aisément dans leur cité. Des efforts très vite annihilés par les intempéries. Ce que nous, on arrive à faire souvent, c'est de souvent remplir les trous. Mais une fois qu'il pleut net, la pluie ramasse tous les efforts qu'on fait. Bon, on ne peut pas aussi, parce que c'est une continuité, ça va jusqu'au grand carrefour de Doumé. Nos efforts sont non à venir. Pire, pour les usagers de cette voie, l'érosion, une menace plus imminente. L'érosion détruit progressivement les installations du DALO, facilitant le drainage des eaux usées sur le bitume. À ce stade, une question nous traverse l'esprit. Question adressée à l'Agéroute. Agéroute, allez-vous laisser cette voie se couper après avoir refait environ 40 km d'une valeur d'un peu plus de 35 milliards de francs CFA? Non, non et non. Il faut éviter à tous les prix que cette voie se coupe. Agéroute, la population et les automobilistes souffrent de cette voie impraticable, ce, depuis un long moment. Depuis que les travaux sont arrêtés, plus de machines en vue. Pour tous ces faits et pour cette mauvaise image à l'entrée de la capitale politique de notre beau pays, occasionnée par l'arrêt des travaux engagés, un gros carton rouge est attribué à l'Agéroute. Carton rouge également au district autonome de Yamoussoukro pour leur mutisme, leur silence, leur quiétude et leur sérénité face à ces difficultés que connaissent les usagers de ce tronçon. Écoutez, mesdames et messieurs les responsables de l'Agéroute et du district autonome de Yamoussoukro, nous vous rappelons qu'ici, c'est la chic et sublime ville du lac au Caïman, le village du premier président de la Côte d'Ivoire indépendante, le père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Alors, il est imminent, voire nécessaire, de trouver une solution au plus vite pour le bonheur des populations de Yamoussoukro, surtout pour le bonheur des automobilistes de cet axe qui mène à Oumé. Espérons que cette voie soit très vite réhabilitée pour la grande joie des populations. Parlons santé. La journée du mardi 26 novembre, comme chaque année, était dédiée aux aides-soignants. Une occasion pour nos reporters de se rendre dans les centres de santé urbains de Yopougon-Kouté et Yopougon-Trois-Rouges. Ils se sont intéressés à l'apport des aides-soignants dans le système médical. Eux, ce sont Abdoul Aziz Daramé et Kader Bachil. Centre de santé communautaire de Kouté dans la commune de Yopougon. Linda travaille ici en qualité d'aide-soignante. Ce matin, elle est occupée à prendre les constantes des patients avant toute chose. Au quotidien, elle apporte un appui au personnel soignant. Le sourire aux lèvres, Linda accomplit ses tâches avec passion. Elle est attentionnée et dévouée comme le demande son métier d'aide-soignant. Le métier d'aide-soignante, les soignants, c'est déjà la première personne d'abord, quand le malade vient à l'hôpital, c'est avec les soignants d'abord qui le changent avant d'aller chez les différentes spécialités. Médecins, sages-femmes, biologistes, un peu de tout. Linda travaille sous les directives de ses supérieurs hiérarchiques que sont le médecin, l'infirmier, la sage-femme et bien d'autres. Une étroite collaboration pour une meilleure prise en charge des malades. Il faut dire qu'on travaille, comme vous l'avez si bien dit, en collaboration avec des aides-soignantes. Ils sont auprès des infirmiers. C'est eux qui font principalement les soins sous le contrôle des infirmiers. Avant, il y avait uniquement, quand on parle d'aides-soignantes, les aides-soignants exerçaient uniquement auprès des infirmiers. Mais l'État est en train de former des aides-soignantes qui interviennent au niveau de l'obstétrique, c'est-à-dire auprès des sages-femmes et côté toujours chez les infirmiers.
Il faut dire que les aides-soignantes, elles sont indispensables aux agents de santé, plus particulièrement aux sages-femmes, parce que à l'arrivée de nos parturientes et de nos gestantes, c'est d'abord elles, ensuite nous. Donc la collaboration se fait de façon facile avec elles. La présence des aides-soignants dans le centre de santé est un apport incommensurable. Sincèrement dit, ils sont bien, ils m'accueillent bien. Le métier d'aide-soignant est très passionnant. Et puis ils sont, disons que bon, il n'y a jamais eu de problème avec eux. Ils sont toujours accueillants, gentils, souriants surtout. Et bien, donc je conseille à ceux qui veulent faire ce métier-là de s'engager, c'est très important aussi. Au centre de santé urbain de Trois-Rouges, toujours dans la commune de Yopougon, pour Trabi, aide-soignant et Rose, infirmière, ces activités médicales sont indispensables. J'ai choisi ce métier dans le but d'aider la population et de s'aider soi-même, parce que c'est un métier que j'aime beaucoup. Il faut dire que dans le corps médical, l'infirmier et les aides-soignants vont de pair. Voilà, parce que sans les aides-soignants, notre travail ne peut pas être fait de manière correcte. Dans le sens où ils nous aident dans toutes les tâches que nous faisons, on a besoin d'un aide-soignant. Plus proche des patients, l'aide-soignant s'occupe de leur hygiène, suit leur traitement et veille à leur confort. La célébration de ce corps de métier a été initiée par les aides-soignants eux-mêmes en 2010 en France et vise à rendre hommage à cette profession qui souffre d'un manque de reconnaissance. Tous nos encouragements à ces braves travailleurs de la santé. 35 hauts cadres de l'administration publique ont pris part à une formation initiée par MDE Business School. Cette formation permettra à ces cadres de mieux gérer les ressources publiques avec plus d'efficacité dans la gestion des entreprises. La cérémonie a permis d'honorer la 7e promotion dont la formation a duré 8 mois. Laurence Kakra. 8 mois après une initiation aux techniques managériales, ces entrepreneurs de différents secteurs d'activité sont distingués pour leur talent. Au nombre de 35, ces lauréats pourront contribuer de manière significative aux défis du développement économique de la Côte d'Ivoire. C'est un programme dont l'objectif est de travailler avec des très hauts dirigeants de l'administration publique et dans le renforcement de leurs capacités en matière de gestion publique, principalement la gestion en fonction de la valeur publique, et puis aussi en matière de leadership et de management en général. Et pour le KMP, il y a un programme pour la direction générale de services publics et couvre tous les domaines d'une organisation, de ressources humaines, de stratégie, des opérations, de manière que les managers puissent avoir une vision globale et puissent diriger la structure. Une formation instructive selon les récipiendaires de la 7e promotion du public AMP. Ce programme est complet, il nous donne des outils pour améliorer notre capacité à pouvoir vivre parmi les hommes et à être utile, et également à pouvoir apporter un plus, toujours un plus, à toute la confiance que l'État a portée en nous plaçant à ces différents postes-là, afin que nous puissions accomplir de manière sereine, mais toujours avec une valeur ajoutée au service public. Et donc il est important pour tous les administrateurs de faire ce programme. Cette formation est une initiative de M2 Business School, un programme destiné à la haute administration publique ivoirienne. Ailleurs, les combattants de la liberté économique IFF et le mouvement pour la transformation de l'Afrique ATM continuent de demander des comptes au président Ramaphosa en Afrique du Sud, insistant sur la nécessité de l'ouverture d'une enquête approfondie dans l'affaire Palapala datant de juin 2022. La Haute Cour de justice avait promis de rouvrir le dossier concernant ce vol de plus d'un demi-million de dollars dans la ferme du président sud-africain ce mois de novembre. Cependant, la Cour constitutionnelle prend généralement plusieurs semaines, voire des mois pour rendre sa décision. Malgré cela, Julius Malema et ses partisans restent déterminés. Pour la première fois depuis 2 mois, les habitants de Beyrouth, au sud du Liban,
de la Beka et des autres régions se réveillent sans entendre le bruit des armes. Le cessez-le-feu avec Israël est officiellement entré en vigueur ce mercredi. L'accord négocié sous l'égide des États-Unis stipule le retrait des forces israéliennes du Liban sur une période de 60 jours avec une prise en charge du sud du pays par l'armée libanaise pour empêcher toute reconstitution des forces du Hezbollah. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a averti que toute violation de l'accord entraînerait une réponse ferme de la part d'Israël. Et pour terminer, le procureur de la Cour pénale internationale a déposé ce mercredi une requête pour un mandat d'arrêt contre Min Aung Hlaing, chef de la junte en Birmanie pour crimes présumés contre l'humanité. Karim Khan a déclaré dans un communiqué avoir des motifs raisonnables de croire que le général Min Aung Hlaing, dirigeant de facto de Birmanie, pourrait être pénalement responsable des crimes contre l'humanité de déportation et de persécution commis à l'encontre des Rohingyas, en partie en Birmanie et au Bangladesh en 2016 et 2017. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain pour une autre édition.